Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. Vous le savez, la promesse est dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité. Vous proposez des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 4 décembre. La France, de nouveau visée par le terrorisme islamiste dans son quartier le plus touristique, la Tour Eiffel. Samedi, un Allemand de 23 ans a été tué de plusieurs coups de couteau. Le coup de couteau qui a été mis, c'est fait pour tuer. C'est pas je vais vous faire une petite taillade là, sur l'avant-bras. Non, c'était vraiment fait pour tuer. Non, c'était préparé, à mon avis prémédité. Le ministre de l'Intérieur parle d'un ratage dans le suivi psychiatrique du suspect. Comment ce Français d'origine iranienne était-il surveillé après sa sortie de prison en mars 2020, après 4 années passées derrière les barreaux pour radicalisation? Quel est l'état de la menace terroriste à moins de 8 mois des Jeux Olympiques? On répond à ces questions dans une minute. Et puis pour notre second débat volontairement décalé de l'actualité du jour, je vous propose de revenir sur cette polémique déclenchée par la campagne de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. C'était il y a 15 jours. Des vendeurs qui incitent à acheter d'occasion juste avant le Black Friday, ce qui semblait une bonne idée, a provoqué la colère des commerçants et des enseignes d'habillement déjà en grande difficulté. Peut-on concilier urgence écologique et croissance économique? Ne ratez pas la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce que l'enquête nous apprend sur le terroriste de Bir Hakeim et puis également les réactions politiques avec Cécile Sixou. Il n'y a pas eu d'erreur de ses services. Après l'attaque du quai de Grenelle, Gérald Darmanin défend ses troupes. Prison, suivi judiciaire et surveillance, elles ont fait ce qu'il fallait. Le maximum même pour éviter le passage à l'acte de l'assaillant terroriste. S'il y a un loupé, dit-il, il est d'ordre psychiatrique. Le suspect avait des troubles mentaux. Il y a quelqu'un de malade mentalement, qui ne prend plus ses médicaments, qui ne prend plus son soin pour soigner ses délires et qui passe à l'acte. Incontestablement, il faut réfléchir à tout pour protéger les Français. C'est bien sûr le cas du travail des services de renseignement, c'est bien sûr le cas dans la justice et ça va être le cas évidemment dans la médecine. Aujourd'hui, 30% des radicalisés sont aussi malades psychiatriquement. Le gouvernement aimerait dans ces cas donner le pouvoir au préfet d'imposer un suivi médical. Aujourd'hui, seuls les juges le peuvent. Chaque fois qu'un drame comme celui-ci survient, ça soulève à nouveau la question de l'adaptation du droit et de nos services d'action à l'état de la menace. Par exemple, se pose la question d'avoir une prolongation de l'injonction de soins lorsqu'il s'agit de personnes qui cumulent à la fois la pathologie psychiatrique et la radicalisation. Un suivi jugé inutile par Jordan Bardella. Pour le président du RN, le gouvernement fait diversion. Le sujet, ça n'est pas la psychiatrie. Le sujet, c'est l'islam radical. Voilà. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux de détourner le débat et de créer une polémique dans la polémique. Parce qu'à la question « ce type était-il déséquilibré ?», je pense que pour prendre un couteau, une kalachnikov et abattre des gens dans la rue, il faut par principe être déséquilibré. Jordan Bardella plaide pour placer en rétention de sûreté les prévenus jugés dangereux. Il souhaite aussi l'expulsion systématique des radicalisés et demande la démission de Gérald Darmanin. Est-ce un ratage du suivi psychiatrique ou policier où on a la menace terroriste en France? On en débat avec Antoine Jardin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes docteur en sciences politiques, ingénieur de recherche CNRS au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et vous êtes également membre du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation. Samia Maktouf, bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocate au barreau de Paris, vous avez défendu de nombreuses victimes du terrorisme. Jérôme Clèche, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, enseignant en prospective et stratégie à Sciences Po Paris et vous publiez la prospective stratégique aux éditions Hermann. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. C'est vrai que quand un attentat survient, on cherche toujours la faille, Antoine Jardin. Ce qui n'a pas fonctionné dans notre système de protection. Est-ce que vous parlez, comme le ministre de l'Intérieur, de ratage psychiatrique? C'est le terme qu'il a employé. Bon, je ne sais pas si on peut dire ratage, mais ce qui se passe, c'est qu'une personne qui a été déjà condamnée, qui a fait 4 ans en détention, qui est sortie, a réussi à recommettre de nouveau un attentat. Donc forcément, c'est quelque chose dont on ne peut pas se satisfaire. Bien sûr. En même temps, il est impossible d'envisager qu'il y ait 0 récidive. Et qu'on puisse prévenir à l'avance tous les attentats. On sait qu'il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués, ce qui fait penser par ailleurs parfois qu'il y a peu de tentatives, alors que ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de tentatives. Et malheureusement, certains individus parviennent à le faire. Ici, on avait en l'espèce une personne qui était particulièrement durement engagée dans les mouvances djihadistes. Est-ce que vous parlez de dysfonctionnement dans
le suivi thérapeutique, ou est-ce que c'est une façon de gommer une part de responsabilité du ministre de l'Intérieur ou de ses troupes? Dans tout acte terroriste, il y a dysfonctionnement. Il y a dysfonctionnement, et puisqu'on parle de victimes, parce qu'aujourd'hui, il me semble plus important de mettre le curseur sur les attentes des victimes plutôt que qu'est-ce qui a fait que ce terroriste passe à un acte, et de se prendre le temps nécessaire pour décortiquer ce dysfonctionnement psychiatrique. Oui, en même temps, si on veut éviter d'autres passages à l'acte, il faut quand même essayer de tirer les leçons de chacun. C'est certain, mais aujourd'hui, c'est de radicalisation islamiste dont il s'agit, et non seulement de ce qui a poussé ce terroriste à passer à l'acte. Alors le dysfonctionnement, oui, il y a forcément un dysfonctionnement, et j'ai envie de dire que de toute manière, dans n'importe quel État démocratique, dans n'importe quel État de droit, le zéro risque n'existe pas. Aujourd'hui, on apprend de tous les attentats. Moi, j'ai envie de dire que depuis 2012, depuis l'attentat de Mohamed Merah, où la théorie du loup solitaire a été battue en brèche, on a avancé, mais il y a encore des trous dans la raquette, et ces trous-là qu'il va falloir gommer pour qu'il n'y ait plus de passage à un acte terroriste. Et d'ailleurs, ce sera l'un des thèmes de notre débat. Ça pose une vraie question, un vrai défi pour nos démocraties, jusqu'où on va, jusqu'où on rogne sur un certain nombre de libertés. Est-ce qu'on est obligé de rogner sur ces libertés pour augmenter le niveau de sécurité de nos concitoyens? Jérôme Klech, comment vous analysez le profil de ce terroriste français d'origine iranienne? Analyser le profil, c'est toujours très difficile. Là, on a affaire à quelqu'un qui est vraisemblablement à la charnière entre l'islamiste radicalisé et le radicalisé islamisé, c'est-à-dire avec un profil psychiatrique qui l'aurait amené à faire ressurgir ou à se draper d'une idéologie islamiste, laquelle n'a pas forcément été prégnante au démarrage. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est tissé dans le temps. J'en dirai pas plus pour le profil parce que c'est pas mon secteur. Oui. Mais ce que je peux dire sur la façon de traiter ce genre de profil, c'est que vraisemblablement, la partie prédiction, pour prédire le passage à l'acte, est encore plus difficile. Si vous regardez les mesures qu'il y a... Parce qu'il y a ce profil psychiatrique? Mais parce qu'il y a un profil psychiatrique, parce que si on parle de défaillance, en effet, elle n'est pas du côté du renseignement. On savait tout. 24 heures plus tard, on sait tout sur lui. On sait tout sur lui parce qu'on savait tout déjà. La question, c'est pas de savoir, c'est de pouvoir prévoir. Or, ce passage à l'acte-là, il se tient à un profil qui est hyper volatile, dont le projet terroriste s'arrime sur quoi? Sur des armes qui n'en sont pas en réalité, c'est-à-dire des armes blanches. Il n'y a pas d'armes à feu, ce sont des armes low cost, du tout venant. C'est des cibles qui sont des cibles d'opportunité, qui ne nécessitent pas un engagement, une organisation, une complexité. C'est quelque chose, une décision qui peut avoir été prise quelques heures, peut-être un jour avant. Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait... Donc, c'est d'autant plus difficile à anticiper. Voilà, pour qu'il y ait une prévision à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait une surveillance H24 en permanence. Or, il y a une surveillance administrative, mais une surveillance H24 pour des profils hyper dangereux, ce qui n'était pas. Profil hyper dangereux qui n'était pas. Pour une surveillance à 24, c'est 20 fonctionnaires pour un profil hyper dangereux. Donc, si vous voulez, la question de la surveillance ici est assez vite réglée. Elle était effective, elle était autant qu'on peut surveiller. Après, ce qu'il aurait fallu, en quelque sorte, et c'est ce qu'on demande en quelque sorte, j'allais dire ce qui est en filigrane des demandes, c'est pas ce qu'on demande, mais c'est ce qui est en filigrane des demandes, c'est qu'on voudrait qu'il y ait quelque chose, une action préemptive. Minority Report, si vous voulez, mais ça n'existe pas. On ne peut pas prévenir l'infraction avant l'infraction, parce que précisément, la surveillance et le renseignement ne peut pas aller au-delà de cette limite qui est, tant qu'il n'y a pas de choses qui tombent sous le coup de la loi, on ne peut pas aller au-delà. C'est là que la marge de manœuvre. J'entends vos arguments, mais enfin, on ne peut pas non plus se résigner, donc il y a forcément une réponse politique qui est attendue, des polémiques politiques forcément aussi, et le risque zéro c'est pas une surprise. Pas, mais c'est en décroissance, et il y a plus de 100 attentats déjoués par an. C'est les chiffres de 2022. Alors, il y a forcément une réponse, plusieurs réponses du ministre de l'Intérieur depuis samedi soir. Sa dernière réaction, c'était aujourd'hui on écoute Gérald Darmanin.
Une des difficultés, c'est que si la mère de cet assaillant terroriste était venue évoquer le fait que son fils, qui avait une maladie mentale prononcée et qui était dans l'islam radical, incontestablement ne prenait plus ses médicaments, comme elle n'a pas voulu déposer et qu'elle n'a pas voulu demander son hospitalisation, le ministère de l'Intérieur est un peu limité dans son action. Et donc je redis mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction de soins psychiatriques que pourraient obtenir les préfets dans les conditions extrêmement difficile que nous avons à gérer un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont atteintes de maladies mentales. Et je crois qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse donner les moyens au gouvernement d'agir sur ce point. Alors voilà une première piste, une première solution proposée par le ministre, l'injonction de soins thérapeutiques. Antoine Jardin, votre avis là-dessus, est-ce que c'est une solution? Ce serait supposé que c'est la pathologie psychiatrique de cette personne qui est la cause de son acte, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre être atteint d'une pathologie psychiatrique et être idéologiquement adhérent à des thèses. Et là, on a en l'occurrence quelqu'un qui, de longue date, était dans des réseaux djihadistes, a rencontré en détention des personnes qui étaient des militants djihadistes. Donc ça ne date pas d'hier, et c'est pas un déclenchement récent, le fait qu'il soit passé à une logique de violence, puisqu'il avait déjà été condamné pour préparation d'un attentat. Donc c'est plutôt une défaillance de difficulté de suivi de long terme qui ne s'applique pas spécifiquement aux personnes qui sont atteintes de pathologies psychiatriques. Peut-être que ça peut aider, mais c'est sans doute pas déterminant. Samia Maktouf. Moi, sincèrement, j'ai l'impression qu'on donne la patate chaude à d'autres pour ne pas assumer la responsabilité. Quand vous dites vous parlez du ministre de l'Intérieur. Du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, et pour répondre à monsieur le professeur, lorsqu'on parle de cette pathologie pour expliquer, entre autres, le passage à l'acte, et vous évoquez ces armes. Vous avez évoqué la galaxie djihadiste autour de laquelle tourne ce terroriste. Ce terroriste appartient depuis, avant même sa condamnation, au groupe terroriste Forsan El-Eza. Ce terroriste était en lien avec des terroristes qui ont commis sur le territoire français, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des terroristes condamnés et qui ont commis des attentats sur notre territoire. Donc nous avons tous les ingrédients pour considérer que nous sommes face à un profil dangereux, susceptible, pour reprendre l'expression du renseignement, susceptible de passer à une action terroriste. Et pour finir, juste pour vous convaincre, si vous ne l'êtes pas encore suffisamment, c'est que notamment, et je ne citerai que les 2 attentats commis sur le territoire français à Nice en 2016 et en 2020, à Nice, nous avions le même profil psychiatrique. Et pour l'anecdote, les avocats de la défense, ce qui est tout à fait légitime, ont même demandé une expertise psychiatrique post-mortem. Donc vous voyez que nous sommes dans une stratégie de défense. Donc c'est quoi? C'est une façon de se dédouaner de leur idéologie et de leur responsabilité, c'est ce que vous nous dites. Parce que tout à fait, et Laouache Boulel prenait des neurolytiques et il avait aussi des prescriptions longues et larges par son médecin depuis l'âge de 16 ans, et sa famille a dit exactement la même chose. Pardon, comme j'étais dans le dossier, et c'est plus protégé par le secret de l'instruction. On se retrouve dans exactement le même cas. C'est pour ça que ça me gêne un peu de déplacer tout le problème sur le côté psychiatrique. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est une radicalisation. C'est quelqu'un qui a un profil qu'on ne pouvait pas ignorer. Et le poteau rose, c'est que quand il s'est présenté à la police, il a dit, et on l'a cru, qu'il s'est auto-radicalisé. Ou déradicalisé. Et bon, c'est vrai qu'on ne les croit pas assez, mais en tout cas, moi, je ne crois pas à l'auto-déradicalisation. Et ce sont des profils, malgré tout, compliqués, peut-être qu'on n'a pas exactement les bonnes grilles de lecture. En tout cas, c'est ce que disait ce matin Hugo Micheron, spécialiste du Moyen-Orient. C'était sur France Inter, on l'écoute. Je me méfie de cette approche qui viserait en fait à surpsychologiser l'individu, parce que souvent, de mon expérience, sur l'analyse des profils, ce qu'on voit derrière, c'est une incompréhension de l'idéologie. L'idéologie djihadiste, elle est particulière. Entendre des voix, etc., ça fait partie. Et là, c'est le cas aussi. Dans ce profil-là, on retrouve des éléments. Apparemment, il aurait eu des voix, il interprétait les signes, etc. Mais ça, c'est des choses extrêmement communes, valorisées par ailleurs par l'idéologie djihadiste, qu'on entend
qu'on entend dans différentes déclarations. Enfin, ce sont des signes récurrents. Donc moi, ce que je dis, c'est que l'analyse psy, elle est fondamentale. Je ne peux pas me prononcer en l'espèce sur ce sujet-là, mais ce que je dis, c'est qu'il faut évidemment la combiner avec une solide connaissance de la dimension idéologique, parce que si on prend de l'idéologie pour de la folie, on fait des erreurs d'évaluation. Est-ce qu'on a la bonne grille de lecture? Je reprends cette expression-là, Jérôme Klech, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette approche psychologisante ou psychiatrique. Tient-elle forcément suffisamment compte du contenu idéologique ou de la motivation profonde de ces terroristes? Mais quand bien même elle tiendrait suffisamment compte, la question ne se trouve pas là. La question, c'est de savoir... Si on confie finalement ce que nous dit, je dis pas, je suis d'accord avec Gérald Darmanin, mais je reprends son argumentation qui consiste à dire la faille, elle est de ce côté-là. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'injonction thérapeutique suffisante, il n'a pas été suffisamment surveillé par les psychiatres, etc. Supposons on l'a laissé ne plus prendre ses médicaments. Supposons que la faille soit du côté administratif, c'est-à-dire sur la question du renseignement, typiquement. Que pourrions-nous faire de plus sans écorner l'état de droit? Voilà. Dans les dispositifs actuels, que pourrions-nous faire de plus? Le dispositif actuel, la loi sur le renseignement de 2015, qui permet à peu près toutes les investigations techniques par le renseignement, sous réserve que ce soit validé par la SNCTR, c'est-à-dire la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement. Ça a été renforcé par la loi de 2017, la loi SILT, et encore par la loi en 2021 qui permet de faire de l'automatisation sur la surveillance informatique, notamment, qui permet un certain nombre de croisements de fichiers à la faveur de l'OpsiWeb, c'est-à-dire croisement de fichiers psychiatriques qui arrivent à l'autorité administrative, les préfets, éventuellement les services de renseignement s'il est besoin. Donc, si vous voulez, en termes de renseignement... On a l'arsenal législatif, on ne peut pas aller plus loin. La question, c'est où... Donc on baisse les bras et on dit, s'il y a des attentats comme celui-là, il y en aura d'autres, on peut rien y faire. On arrive à une situation où on se confronte à ce que vous dites, à juste titre, le risque zéro n'existe pas, et tout ce qu'on peut faire de plus, et sans doute faut-il faire encore davantage, va nous amener à une solution qui est asymptotique, c'est-à-dire à faire tendre ce genre d'actes terroristes vers zéro dans leur nombre, et à un impact toujours plus réduit. Regardons la physionomie de cet acte terroriste. On n'est pas un acte terroriste à grande échelle, c'est précisément pour ça qu'on n'arrive pas à matérialiser le début d'une infraction pénale qui nous pourrait permettre aux services de renseignement de le stopper à temps, c'est-à-dire de le confondre dans une entreprise qui serait le début d'une entreprise terroriste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'organisation complexe, de grande ampleur, qui nécessite ça. C'est pour ça que vous parlez de terrorisme low cost. Pardon, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, vous vouliez intervenir. Mais je crois qu'on a en fait finalement des structures très similaires entre cet attentat et l'attentat d'Arras, où les deux personnes étaient connues, suivies, un entretien la veille dans le cas de l'attentat d'Arras. Et ça ne veut pas dire qu'on peut empêcher à l'avance, en devinant à l'avance ce que vont faire les individus. Donc on voit bien qu'il y a un travail fort des services de renseignement qui ont cette structure d'information, et il y a une limite à ce qui est faisable. Et la question, c'est quelle est cette limite? Alors on pourrait dire, il faut sortir de l'état de droit. Par exemple, une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine, n'est toujours pas libre. On pourrait envisager ça. Oui, mais vous voyez bien que c'est le contraire de l'état de droit. Ça. C'est un changement de nature. On n'en est plus à des moyens techniques qu'il faut pousser plus fort dans leur degré, c'est plutôt un choix de société. Allez, un mot encore et j'en parlerai à Mathieu sur les réactions politiques. Juste un mot sur ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur concernant la mère de ce terroriste qui d'elle-même est allée vers la police pour dire que mon fils a un comportement bizarre. Donc lorsque le ministre dit que c'était à elle de faire la démarche de hospitaliser son fils, c'est aussi une autre manière de refiler la responsabilité. Et puis quand bien même, oui, il y a une faille. Moi je préfère dire et être fier de notre démocratie, notre état de droit, et dire que malheureusement on l'a raté, mais la France, vous l'avez rappelé, on en rate très très peu et de moins en moins, plutôt que dire ah oui parce qu'il est fou, parce que ceci ou parce que cela. Ça on y reviendra un peu plus tard sur il y a des victimes qu'il faut respecter. Bien sûr, et que tout le monde respecte ici, évidemment. Et on reviendra sur l'état de la menace un peu plus tard. Mathieu, on va se pencher sur les réactions de l'exécutif après cet attentat de Birak. Oui, j'y pensais en découvrant le tweet de la Première ministre Elisabeth Borne posté dans la nuit de samedi à dimanche, quelques 3 heures après l'attaque, et qui s'achève sur ces mots « Nous ne céderons rien face au terrorisme, jamais ». Nous ne céderons rien. 4 mots déjà prononcés par la même Elisabeth Borne au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, c'était le 14 octobre. 4 mots déjà prononcés par Emmanuel Macron, lui aussi, lors de l'hommage rendu au Père Hamel en juillet 2021. Mais aussi 2 mois plus tôt, lors de l'attaque qui coûta la vie à Stéphanie Montfermé, fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet, ou encore
quelques heures après l'attentat à Notre-Dame de Nice, le 29 octobre 2020. À chaque fois, nous ne céderons rien. Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine. C'était aussi ce que disait François Hollande lors de la cérémonie aux Invalides après les attentats du 13 novembre 2015. Nous ne céderons ni à la menace ni au chantage. Ça, c'est ce que disait Jacques Chirac le 14 mai 2002, au lendemain de l'attentat de Karachi qui provoqua la mort de 11 de nos compatriotes. Et à vous entendre, c'est une phrase qui finit par perdre de son sens. Elle est paradoxale, cette phrase, parce qu'en même temps, ces 4 mots, ils marquent une fermeté, une volonté, presque une résistance, comme un écho au « We shall never surrender » de Winston Churchill en 1940. Vous savez, dans la guerre asymétrique que nous livrent les djihadistes sur notre sol, et dont l'objectif c'est de fracturer notre société, cette petite phrase résonne comme un démenti au terrorisme. Même dans la douleur, même dans l'effroi, le pays et la République restent et resteront debout, défendant pied à pied le terrain de nos principes et de nos valeurs. Mais ces 4 mots, nous ne céderons rien, ils résonnent de plus en plus comme une oraison funèbre, de voir un mantra du pouvoir, les lendemains de drame, une de ces phrases réflexes dont la puissance symbolique s'érode à force de répétition et revêt peu à peu, on passe de la résistance à une forme d'aveu d'impuissance, parce que chaque attentat soulevant les mêmes interrogations et provoquant les mêmes réactions, ces 4 mots, ils ont perdu leur caractère performatif avec le temps, c'est-à-dire qu'ils ne découragent pas les terroristes, chacun s'en aperçoit, et ils ne rassurent plus vraiment les Français. Pire, ils se retournent désormais contre ceux qui les prononcent, transformant notre résilience en impatience. Impatience, constat d'impuissance, c'est ce que je retiens. Antoine Jardin, est-ce que nos gouvernements sont condamnés à ce constat d'impuissance, ou est-ce qu'il y a une autre politique, peut-être de plus long terme, qui pourrait changer la donne, inverser ce sentiment? Alors il y a beaucoup d'enjeux. On a fait un peu tout ce qu'on pouvait sur le volet de la sécurité. Mais il y a beaucoup d'enjeux sur les autres aspects. Et notamment sur le fait de réduire le vivier et réduire l'impact idéologique du djihadisme sur les sociétés occidentales. Donc ça passe par l'éducation, ça passe aussi par le monde de l'entreprise, ça passe par le monde du travail. Et donc dans tous ces autres domaines, il y a un enjeu pour savoir comment est-ce qu'on est vigilant collectivement et comment est-ce qu'on diffuse des grilles de lecture qui rendent les Français capables de faire face à l'impact, à la tentative de déstabilisation. Donc on peut plus chercher une logique de vaccination des sociétés démocratiques face à la pression qu'exercent les djihadistes que dans l'idée qu'il n'y aura plus jamais d'attentats. Parce que le djihadisme, c'est un phénomène structurel de long terme. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura toujours du djihadisme et il frappera toujours les sociétés occidentales. Donc ça doit être un enjeu de long terme qui nous anime. Mais alors, pour que ça, parce que vous dites 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour que ça s'arrête quand, quoi? C'est un enjeu de long terme, donc c'est quoi? C'est quand on ajuste sur la culture, ça veut dire quoi? C'est dans les écoles, c'est dans d'autres pays Les deux, c'est ce qui se passe dans la société française et dès le plus jeune âge, où il y a des enjeux de formation des jeunes enfants, et on sait qu'aujourd'hui, dans certaines familles, il y a des enfants qui grandissent dans des atmosphères qui sont des atmosphères de haine et de confrontation, et ça pose de graves problèmes. On a notamment les enfants, le pire des cas, de familles qui reviennent de Syrie, où il y a des enjeux de prise en charge. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer ces enfants qui ont connu ces circonstances? Là, on est des familles, des parents d'origine iranienne qui ne sont pas musulmans, qui sont venus en France, qui ont fui le régime Moullah, qui ne sont pas musulmans, et leurs fils se radicalisent. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, mais il y a une gamme de situations. Un exemple. Mais ça prouve aussi qu'il y a une influence de la propagande, il y a une influence des réseaux interrelationnel, et ça peut être parfois en détention, c'est parfois dans le monde scolaire, c'est parfois dans le quartier. Donc on voit bien l'importance de l'environnement social dans lequel évoluent les individus, comment est-ce qu'ils construisent leur rapport à la société et à la politique. Ça, c'est quelque chose qui explique ces enjeux-là. Il y a aussi la question internationale, parce qu'on sait que, par exemple, la situation au Sahel aujourd'hui se dégrade très sensiblement sur le plan de la menace djihadiste, et ça va avoir des répercussions pour les pays européens. Samia Maktoum, vous qui, effectivement, en défendant les victimes, avez accès au profil de ces terroristes, est-ce que vous êtes pessimiste, c'est-à-dire sur le fait que même si effectivement on réussit à déjouer beaucoup d'attentats, il faut qu'on se prépare à vivre des journées comme celle-ci encore pendant de longues années? En fait, je ne suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, monsieur, le terrorisme s'adapte à notre société, à notre rythme de vie, à notre mode de vie. Le terrorisme évolue, et malheureusement, j'ai tendance très souvent à répéter cette phrase, c'est que nous avons un train de retard par rapport au terrorisme, parce qu'il s'adapte. Encore une fois,
la démocratie n'est pas un frein, parce que je préfère qu'on réponde par des méthodes démocratiques à des personnes qui sont dans une idéologie fondamentaliste, terroriste, islamiste, plutôt que de se comporter de la même manière qu'eux. Donc, et puis, ce qui est important, c'est de parler des manières et de la méthode qui est globale de lutte contre le terrorisme. Vous avez dit d'un mot le volet international, mais vous savez, dans différents attentats et face à la cour d'assises spécialement composée, nous étions confrontés, à la fois les magistrats ainsi que les avocats des deux bords, à l'absence de coopération judiciaire entre les États. L'attentat de Nice 2016, malheureusement, la Tunisie n'a pas coopéré. En fait, le terroriste son histoire commençait en 2016, alors que non, c'est tout à fait par hasard, lors de la présence en tant que témoin de son père, qu'on a su que son père était condamné et il était en lien avec un groupe terroriste. Ça veut dire qu'il a été impossible de remonter, de retracer son histoire par manque de collaboration des autorités tunisiennes. Hein, tout à fait. Et plusieurs attentats dont l'instruction est en cours aujourd'hui nous sommes bloqués parce que la coopération internationale ne joue pas le jeu. Et je ne veux pas reprendre ce que vous avez dit, mais une lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui s'organise sur tous les fronts. Tous les fronts. Alors, on a évoqué rapidement, et on va y consacrer quelques minutes, la question effectivement de la radicalisation sur les réseaux sociaux ou sur Internet, la sphère Internet en général. Je vous propose d'entendre ce que le procureur antiterroriste a rappelé hier, cette allégeance à l'État islamique. Écoutez. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant Abu Talha al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen, au Khorasan ou encore au Pakistan. Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X, ex-Twitter, dont un premier examen faisait aussi apparaître de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza ou plus généralement la Palestine. Jérôme Klech, donc les moyens de surveillance, c'est-à-dire qu'il y a une publication comme celle-là, alors on n'a pas réussi à trouver cet après-midi si c'était quelques minutes, quelques heures avant le passage à l'acte, mais il n'y a pas là une piste à creuser pour justement améliorer encore, réduire un peu ces trous dans la raquette dont on parlait ? Si vous voulez, ces moyens de surveillance-là et les résultats de ces moyens de surveillance, c'est ce qui est directement prévu dans la loi 2015 sur le renseignement et repris dans la loi 2021 avec cette autonomatisation, ce que je vous disais, de surveillance des contenus informatiques, des métadonnées. C'est quoi ? C'est des mots-clés qui permettent de détecter par moteur de recherche qui permettent d'automatiser ça et de faire en sorte que ce qui est intercepté sur le plan informatique soit totalement exploité de façon à ce qu'il ressorte ce type de contenu-là. Donc si vous voulez, en matière de savoir, on peut toujours faire mieux bien sûr, mais là, encore une fois, on savait. Ce qui est là où, j'allais dire, la marge de manœuvre en termes de progrès est faible, c'est parce que la stratégie même de l'État islamique repose sur une revendication implicite de tout acte décentralisé qui se revendiquerait de l'État islamique. Acte décentralisé, perpétré le plus souvent par des profils dont la psychologie, la santé mentale est questionnée, voire même documentée et en défaillance totale. Donc si vous voulez, il y a effectivement une stratégie de l'État islamique et d'autres terroristes qui permet en fait finalement d'affaiblir la lutte que l'on peut avoir contre le terrorisme, en ce qu'elle se doit après de cibler des individus qui sont d'une certaine manière un peu isolés, au sens où, et c'est là où c'est important, et c'est là où la théorie du loup solitaire se survit, au sens où ils ne sont pas engagés dans des attentats de grande ampleur. Il y aurait des faillances du renseignement s'il y avait un autre Bataclan.
parmi les... À tort ou à raison, il y aurait défaillance. Là, si vous voulez, la défaillance en matière de renseignement, elle est vraiment ténue s'il en est une. Ça fait, j'ai encore beaucoup de choses à... Mais Mathieu, allez-y. J'ai juste une question, parce que la mention Al-Khorassaini, elle est pointue quand même. Forte. C'est pas quelque chose... qu'on trouve en 2 clics sur Google. C'est quelqu'un qui a des liens ou qui a forcément une vraie connexion avec mais après, il faut que ce soit... Antoine Jardin là-dessus. On le voit bien, la structure de la revendication signe en fait une très bonne maîtrise et qui est cohérente avec le fait que c'est quelqu'un qui a un engagement de long terme dans des groupes djihadistes, en contact avec des djihadistes de haut niveau international, et que du coup, c'est une logique qui pointe qu'il y a toujours une activité de ces groupes-là, même si elle a été fortement réprimée, leur visibilité est plus faible. Et aujourd'hui, sur Twitter, on a encore des contenus implicitement djihadistes, parce que c'est plus difficile de le faire explicitement sur des plateformes occidentales, mais sur beaucoup de sites internet, on trouve encore de la propagande djihadiste en ligne de façon importante, et elle touche la jeunesse française par le biais des applications, des messages, des réseaux sociaux. Il y a un enjeu à décrypter et à donner les moyens de la résilience de la jeunesse face à cette propagande. Ça reste quelque chose à construire. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation, mais c'est aussi pouvoir aller sur ces contenus-là et pas juste dire on fait une minute de silence et après tout va rentrer dans le rang. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'avec les jeunes Français, on va aller expliquer ce que c'est que la propagande djihadiste. C'est-à-dire trouver ceux qui ont regardé, par exemple, les vidéos après Arras et leur dire pourquoi vous l'avez fait, discuter avec eux. Ces vidéos, elles ont été montrées sur la plupart des chaînes d'information, donc elles ont été vues. Mais qu'est-ce qu'on a comme discours pour expliquer? Qu'est-ce qu'on apprend à décrypter des images, des codes, des signifiants de cette violence-là? On a besoin d'avoir une génération de citoyens qui sont capables de comprendre, qui sont capables de faire face à ces enjeux-là. Oui, ici, un levier là aussi, c'est se montrer beaucoup plus ferme et beaucoup plus coercitif à l'égard des plateformes, des applications, des réseaux sociaux, qui sont souvent prompts à chasser le moindre signe, j'allais dire, d'atteinte aux bonnes mœurs, et qui finalement, sur des... On va interdire une photo où il y a un sein et on va laisser passer un contenu terroriste. Exactement, voilà. Donc là, il y a peut-être une action à mener, effectivement. Mais pour le coup, elle ne se situe pas au niveau du renseignement à proprement parler. Autre piste avec la question de la rétention de sûreté. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. Plusieurs responsables politiques qui demandent donc la mise en place de rétention de sûreté pour ces détenus condamnés pour terrorisme. L'idée n'est pas vraiment nouvelle. Non, c'est une idée simple. Il s'agit de laisser certains individus dangereux en prison après qu'ils aient purgé leur peine. C'est une mesure proposée par une partie de la droite depuis plusieurs années. Elle a reçu ce week-end la bénédiction de Manuel Valls. Écoutez. Moi, je pense que c'est une mesure qui peut avoir du sens. Après, comme toute mesure législative, elle va devoir être appliquée d'une manière ou d'une autre, soit par les services de police et évidemment par les magistrats. Voilà, à l'heure actuelle, on compte 80 libérations par an de détenus condamnés pour terrorisme islamiste. Alors, cette rétention de sûreté, elle existe déjà dans notre droit. On peut garder certaines personnes en prison après leur peine. Oui, mais seulement certaines personnes condamnées pour certains crimes et dans des conditions très précises. À l'heure actuelle, la rétention de sûreté ne s'applique pas aux condamnés pour terrorisme. Il est possible de retenir des personnes qui ont déjà purgé leur peine, mais cela ne concerne que des individus qui ont effectué au moins 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes comme assassinat, meurtre aggravé ou encore acte de barbarie. Il faut aussi que ces personnes présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive. En l'espèce, Thomas, l'assaillant du pont Bir Hakeim, avait été condamné en 2016 à seulement entre guillemets 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de préparation d'un acte de terrorisme. Il n'entrait donc pas dans cette catégorie. Alors, on l'a évoqué, il existe aujourd'hui un dispositif de surveillance pour ceux qui sortent de prison. Oui, les terroristes qui sortent de prison et qui sont considérés comme particulièrement dangereux peuvent faire l'objet d'un suivi spécifique. C'est ce qu'on appelle des mesures de sûreté. Elles sont prévues dans une loi adoptée en 2021. Ces individus peuvent avoir plusieurs obligations qui leur sont imposées. Par exemple, l'obligation de pointer au commissariat, d'obtenir l'autorisation d'un juge pour changer de résidence. Encore l'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes, l'obligation de suivre une prise en charge en vue d'une réinsertion ou encore la nécessité de porter un bracelet électronique. Toutes ces mesures peuvent durer jusqu'à 1 an. Elles sont renouvelables jusqu'à 5 ans. Certains élus, notamment au Sénat,
Sénat demande aujourd'hui à ce que ces dispositifs soient durcis, notamment en prévision des JO 2024. Qui vont s'ouvrir dans moins de 8 mois. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. Alors on est vraiment au cœur de notre débat sur la capacité de nos démocraties à se défendre face à cette menace terroriste. Rétention de sûreté, Samia Maktouf, est-ce que c'est une solution pour améliorer le système? Puisqu'on l'utilise déjà dans certains cas, pour certains crimes. Bon voilà, est-ce qu'il faut, là si on reprend le cas particulier, 15 ans, est-ce qu'il faut l'appliquer aussi pour des crimes, des condamnations moins lourdes, mais avec toujours cette question de notre droit, de notre état de droit? Tout à fait, cette privation de liberté, au-delà des années purgées pour un délit ou un crime jugé par une instance judiciaire, est tout à fait possible. Maintenant, il faut toujours... Jusqu'où, quoi, et pendant combien de temps? C'est une vraie question. Je voudrais juste dire que nous sommes liés par un principe de la non-rétroactivité de la loi. Et cette disposition n'aurait pas pu s'appliquer à ce terroriste puisqu'il a été jugé, il a purgé sa peine et on n'avait pas prévu, parce qu'il faut que ces dispositions soient prévues dans le texte même de la décision. Donc, encore une fois, ce n'est pas un frein, mais à un moment donné, on est obligé de respecter la loi parce que c'est ce qui permet le respect de l'égalité. Et bien sûr, ça fonctionne. Et j'ai envie de dire qu'elle fonctionne très très bien pour un autre crime qui concerne les pédophiles. Aujourd'hui, c'est un moyen très efficace puisqu'il y a une mesure de soins et nous avons suffisamment de recul et on peut tout à fait s'en inspirer et appliquer la loi avec le cadre prévu par notre droit positif français. Antoine Jardin, votre avis? Un enjeu qui est important, c'est que si on estime que la peine initiale n'est pas assez importante, ou qu'elle n'est pas possiblement assez importante dans le code pénal, il faut modifier le code pénal. Mais là, on est en train de faire des dérogations à des dispositions qui sont la décision de la justice. C'est pour ça que je dis, on est dans un état de droit, il a été condamné à telle durée de peine, on ne va pas indéfiniment la prolonger. Pas indéfiniment, mais c'est ce qui s'est passé historiquement, de choisir de durcir les peines, d'élever le quantum de peine éligible. Ça peut être une décision, c'est une décision à prendre démocratiquement et qui me paraît, à mon sens, plus cohérente que l'extension de mesures répressives au-delà de la peine. C'est-à-dire qu'on est plus dans nos principes démocratiques en faisant ça qu'en prolongeant, je dis indéfiniment, je caricature un peu la peine. Tout à fait. On sera dans l'arbitraire. Mathieu? Et surtout, il faut se garder de l'instrumentalisation politique qui est faite d'une telle proposition. Parce que les Français, quand ils entendent on va forcer les condamnés qui ont purgé leur peine à rester en rétention de sûreté, ils ont l'impression que tout le monde va être mis au trou, si j'ose dire, de façon indéfinie. Ce n'est pas le cas. Il faut rappeler quand même que ce sont des décisions qui sont collégiales. Donc là, on voit bien qu'il y a eu des avis, en tout cas, qui ont divergé, ou en tout cas qui n'ont pas forcément été sur la même longueur d'onde entre les médecins. C'est des décisions qui sont contradictoires. Heureusement, on est dans un état de droit. Donc le condamné qui a purgé sa peine a le droit d'être défendu. Puis ce sont c'est là une question que je vous pose, mais dans ma mémoire, ce sont des mesures qui sont bornées dans le temps. Enfin, c'est 1 an renouvelable. Et alors, je ne sais pas si c'est renouvelable ad vitam aeternam, mais c'est pas non plus indéfiniment. On peut envoyer quelqu'un de façon strictement encadré par la loi. Mais on pourrait durcir un peu le dispositif. C'est ce que j'entends, en tout cas sur le quantum des peines. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le quantum des peines, on voit bien, c'est une appréciation de la justice sur la base des pièces complètes du dossier et sur l'ensemble de la procédure de définir un quantum de peine qui est pertinent. Il y a un autre, pardon de vous interrompre, il y a une autre donnée que Steve Jourdain a donnée dans sa chronique, c'est le nombre de détenus condamnés pour terrorisme libérés en moyenne chaque année. On est autour de 80. Vous avez en partie répondu à cette question, Jérôme Klech, mais on a les moyens de tous les surveiller ? 80 par an. Et donc chaque année, il y en a 80 qui s'ajoutent à ceux qui sont là depuis quelques années. Un fichier S de dangerosité élevée, c'est de 1 à 16. C'est 20 donc, fonctionnaires. Voilà, ce serait 20 fonctionnaires pour une surveillance 24-24, 24 heures sur 24. Donc, je ne sais pas si on a les moyens de pratiquer ça. Après, là aussi, c'est un choix de société. Vous répondez à la question. C'est un choix de société, après, de dimensionner des moyens de sécurité pour se donner cet objectif-là. Et là, je m'exprime en tant que citoyen. Et ce choix de société-là, est-ce qu'il faut effectivement, j'allais dire, tomber dans le piège tendu par le terrorisme ? D'ailleurs, il faudrait peut-être dire les terrorismes et voir à quel type de terrorisme on a affaire. Islamisme radical, oui, mais encore une fois, quand il y a une composante psychiatrique importante liée
aux fous solitaires et non pas à du terrorisme de masse comme le Bataclan, c'est deux physionomies complètement différentes qui appellent sans doute des réponses différentes, même s'il y a un tronc commun en termes de renseignement. Mais après, sur les réponses que l'on peut faire pour arriver d'une certaine manière à prévoir, à préempter et à faire en sorte de réduire le risque à zéro, il y a certainement un distinguo à avoir. Voilà. Mais en tant que choix de société, faut-il sombrer dans le piège qui consiste finalement à rogner toujours plus sur notre état de droit pour lutter contre un ennemi qui veut précisément mettre fin à l'état de droit, voyez. Bien sûr. Dernier thème dans notre débat, on l'a évoqué aussi, la perspective des Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins de 8 mois et forcément cet attentat ravive les inquiétudes. On écoute la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Il y a aussi des dispositifs de sécurité qui vont être très rehaussés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Typiquement, l'endroit où s'est passé cet attentat horrible correspond à un périmètre SILT, Sécurité intérieure et loi terrorisme, dans lequel on a la possibilité d'avoir des contrôles extrêmement poussés, des fouilles, des contrôles d'identité, donc ce sont des périmètres qui sont hautement sécurisés. Nous avons toute une série de moyens qui sont prévus, jusqu'à des démineurs, des équipes cynophiles, pour la lutte anti-drone, la lutte antiterroriste. Nous sommes équipés sur tout cela. Et il y a aussi tout le dispositif autour des périmètres de sécurité que le préfet de police a évoqué, notamment ce périmètre SILT, mais aussi des périmètres dits rouges et bleus qui vont permettre de sécuriser en profondeur la zone. Quel est l'état de la menace aujourd'hui, Antoine Jardin? Parce que là, vous disiez terrorisme low cost. Comment vous l'analysez, ça? Vu le nombre d'attentats potentiellement déjoués dans notre pays. On sait qu'il y a une propagande djihadiste qui est active, de long terme. Et moi, je suis plus inquiet des périodes pendant lesquelles on considère que ça va mieux et qu'il faut être moins vigilant ou que c'est plus sur le haut des priorités, parce que je pense que c'est dans ces périodes-là qu'on prend du retard par rapport aux organisations. Là, on sait qu'on est dans des circonstances où on va faire très attention. Donc, il y aura un dispositif particulièrement renforcé. Et sur l'idée, alors je reviens à l'enjeu des rétentions de sûreté, Samia Maktouche, le fait de prolonger finalement ces rétentions de sûreté systématiquement, mais je pense qu'il faudrait là aussi sans doute passer par la loi, pour passer aller après les Jeux Olympiques. D'abord, on ne pourra pas prolonger sans respecter le cadre légal qui est bien décrit. Et puis, donc on est quoi, dans la gesticulation politique quand des responsables disent ça? Bien sûr. D'autant que ceux qui sont déjà sortis, ils ne seront pas, encore une fois, en application de la non-rétroactivité de la loi, soumis à cette privation qui est possible, mais qui ne leur est pas applicable. Jérôme Klech, l'état de la menace, qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui? Le terrorisme, c'est déjà du low cost, par définition, en termes de stratégie. Donc là, si vous voulez, dans ce terrorisme que je qualifierais du terrorisme à la personne, comme il y a du service à la personne, vous voyez, où ça cible une personne, sans la volonté de frapper dans la masse, parce que impossible, avec des armes rudimentaires. Et effectivement, là, on est, j'allais dire, à la limite du modèle de l'attentat terroriste. Et ce qui est d'ailleurs la difficulté, parce que à la fois, on peut le qualifier de terroriste et ça permet tout un arsenal. Et en effet, il y a un fond islamisme radical qui le justifie, mais en même temps, il y a une dimension psychiatrique. Donc cet état de la menace fait planer en fait un spectre sur l'ensemble des grands événements, parce qu'effectivement... Mais là, il frappe dans... Pardon, et on peut pas tirer... On peut pas tirer... Pardon ? Pardonnez-moi, mais il avait l'intention de frapper dans la masse. Non, mais dans la masse, quand je dis dans la masse, c'est frapper 100 ou 1000 personnes. C'est pas attraper une personne dans une rue. Voilà. Il l'a fait dans le quartier de la Tour Eiffel. Alors aujourd'hui, on est au tout début de l'enquête. Il a à peine répondu aux enquêteurs. Il a simplement dit qu'il avait agi seul et on le saura dans les prochaines heures si c'est vrai ou pas. Bon, bref. Mais est-ce qu'il y a un choix de cibler le quartier de la Tour Eiffel? Probablement, mais ça ne demande pas de travail. Cibler le quartier de la Tour Eiffel, c'est dire il y a un symbole, c'est la Tour Eiffel, et un Allez, tout le monde veut réagir là-dessus, il nous reste moins d'une minute. Le vrai sujet, c'est que la menace qui plane, c'est que dans le cadre des grands événements, n'importe qui peut être touché à n'importe quel endroit, et l'idée, c'est même pas la concentration de personnes, ça peut être quelqu'un qui traverse. C'est là où est le danger. Allez, mais il y a un dispositif substantiel mis en œuvre. C'est pas seulement les grands événements. Depuis 2014, la propagande de Daesh vise la Tour Eiffel, les attentats du Bataclan ont été précédés d'explosions au Stade de France. Donc il n'y a pas d'enjeu
spécifique par rapport à la dynamique de long terme. Denis, il y avait la photo de la Tour Eiffel sur le téléphone portable de l'assaillant, du terroriste. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Jérôme Cache, le titre de votre livre, La prospective stratégique, c'est aux éditions Hermann. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.